commencer par vous dire bonjour. Merci d'être là. La deuxième édition de Champ lexical. C'est quoi Champ lexical? C'est un de nos nombreux projets chez Atelier B. En gros, c'est une série de rencontres où on discute de certains enjeux. La dernière fois, c'était vêtements et identité de genre. Aujourd'hui, c'est le développement durable, puis les laboratoires de création textile. Puis on invite des gens qui sont concernés ou qui sont des experts sur le sujet. Merci d'être là. On est chez les voisines d'Atelier B, Atelier Retail. Juste pour mettre un petit peu de contexte, ici, on fabrique du papier. Puis là, on a organisé cet événement-là en ce moment dans le cadre de la Semaine de la mode de Montréal. Donc, il y a une exposition qui va suivre la discussion. Et puis, voilà, je suis entourée de Maxime Saint-Denis, Annie Legroux et Noémie Vido-Mayette. Je vais commencer par prendre le temps de vous présenter chacune votre tour. Alors, Maxime, on s'est connus à l'époque où tu fabriquais des beaux objets utilitaires sous la marque Saint-Denis avec ta sœur, qui est ici aussi. On a déjà eu vos produits brièvement dans notre boutique, d'ailleurs. Puis à ce moment-là, toi, tu avais déjà étudié en design de mode puis en design industriel. Puis suite à cette aventure-là, tu as décidé de faire un retour aux études. Tu es allé faire une maîtrise en environnement. C'est super intéressant. Ton essai portait sur la mode, surproduction, surconsommation de vêtements. Exact. Mm-hmm. Tu travailles depuis ce temps-là comme conseillère en environnement chez Chroma avec Marianne Coquelicot-Mercier, qu'on connaît bien. Puis c'est les projets textiles qui t'intéressent à travers tout ça. Exact. Annie, toi, on s'est rencontrés dans un atelier sur l'économie circulaire dans le cadre du parcours développement durable de la Ville de Montréal. Oui. Tu tripes sur l'éco-conception, si je ne me trompe pas. Tu es d'abord designer de produits, puis tu enseignes le design industriel. Tu dis que pour toi, l'économie circulaire, c'est la seule voie à suivre, puis que le design et le redesign, c'est le moyen d'y parvenir. Ça me parle. Tu as fait une formation aussi en économie circulaire avec la Ellen MacArthur Foundation. Puis tu t'intéresses surtout à l'impact environnemental des emballages. Puis tu accompagnes des entreprises au niveau justement du redesign de leurs produits d'emballage. Puis tu travailles aussi en circularité, puis tu les aides à s'approvisionner de façon responsable, n'est-ce pas? Oui. Et puis tu les aides à mettre en place aussi, parce que c'est facile d'avoir des stratégies, mais après ça, de les mettre en place, c'est une autre histoire. Donc, je suis contente de t'avoir avec nous parce que ton champ d'expertise n'est pas juste en textile, il est plus global sur l'économie circulaire. Donc, c'est une perspective différente qui va être intéressante, je suis certaine. Et Noémie, toi, tu viens du théâtre, donc oui. Tu viens complètement ailleurs. Tu es encore active dans ce domaine-là. Tu t'es mise à t'intéresser aux impacts sociaux et environnementaux de l'industrie du textile et de l'habillement. Puis tu as fondé ta marque Collatéraux, qui visait à sensibiliser les gens et à les attirer vers les produits surcyclés, donc le recyclage de matière. Tu t'impliques aussi auprès des acteurs du milieu textile. Tu es dans la communauté de pratique avec moi. Je pense que c'est là qu'on a surtout fait connaissance dans les dernières années, si je ne me trompe pas. Comme consommatrice aussi, d'Atelier B. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Cette pratique-là, cette communauté de pratique-là, c'est avec Concertation Montréal. On se rencontre de temps à autre pour essayer de jaser puis d'améliorer nos processus. Puis tu t'es inscrit à la maîtrise en gestion de l'environnement suite à tout ça, en éco-conception puis en pratique circulaire, excuse-moi. Ton projet de maîtrise, c'est pour nous conscientiser au sujet des impacts de l'industrie de la mode. Ça va prendre la forme d'un théâtre documentaire, donc tu reviens à tes intérêts premiers. Puis pour ce projet-là, tu as reçu la bourse Laure Varidel. Bravo. Merci d'être là. Puis ce qui nous relie toutes les quatre, c'est notre intérêt, je pense, pour la circularité des matériaux, puis le développement durable. Puis vous avez toutes les trois été ou êtes toujours entrepreneurs, travailleurs autonomes, donc vous comprenez aussi les réalités des plus petits artisans ou des plus petits entrepreneurs. Puis donc c'est de tout ça qu'on va discuter. Moi, pour commencer, j'avais envie de vous poser une question qui est un peu plus générale. Quel constat vous faites en général par rapport à l'industrie de la mode puis du textile montréalais plus particulièrement? Maxime, je commence avec toi. Est-ce que tu penses que la mode locale, disons montréalaise ou québécoise, elle est en retard sur le reste de l'industrie de la mode ailleurs dans le monde? Oui, en lisant cette question-là, j'aurais dit que non. Là. Je pense pas qu'on est en retard, même que je nous trouve très choyés d'avoir l'industrie qu'on a à Montréal. Je sais pas si c'est parce que je connais pas nécessairement les industries ailleurs. Quand j'ai fabriqué des produits, quand on a développé des produits, c'était justement fabriqué à la main à Montréal. Encore, mon essai, je l'ai travaillé sur la réalité quand même un peu canadienne. J'ai regardé ce que les Canadiens consommaient, pas nécessairement vraiment à l'international. Donc, moi, je trouve qu'on
qu'on est même possiblement en avance. Il y a des gens qui s'inspirent de nous là, pour ce qui est de l'industrie locale et les vêtements de qualité, le slow fashion. OK. Donc, personnellement... Ouais. Puis toi, Annie, tu travailles dans d'autres domaines avec des entreprises un peu partout. Est-ce que tu trouves que l'industrie de la mode, de ce que tu en connais par rapport aux autres domaines, est-ce qu'elle est en retard? Je crois pas qu'elle est en retard, mais c'est ça, c'est ma vision globale de l'extérieur. Même au contraire, si on est ici aujourd'hui à discuter d'économie circulaire et de circularité dans le milieu de la mode, c'est que dans le fond, on n'est pas en retard, on suit le courant actuel. Puis même probablement qu'il y a des pionniers et pionnières, même à Montréal. Je pense que j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer à l'exposition après notre entretien. Mais bref, je pense que je vais découvrir toutes sortes de projets qui se passent à Montréal en économie circulaire, et en textile et en mode. Fait que non, j'ai mon impression vue de l'extérieur, c'est que c'est qu'il se passe beaucoup de choses présentes. Intéressant. C'est pas les réponses que j'attendais. C'est super. Quand tu fais des recherches, toi, Annie, est-ce qu'il y a des domaines particuliers où tu trouves qu'ils sont plus avancés, où on pourrait aller prendre de l'inspiration dans nos petites entreprises textiles? Des fois, peut-être des idées innovantes ou des domaines spécifiques qui sont plus innovateurs. Je pense que c'est pas des domaines spécifiques. Je pense que dans tous les secteurs, on voit des initiatives. Dans mon industrie à moi, l'emballage, on voit beaucoup d'initiatives aussi, mais pour faire des parallèles avec l'industrie du textile et de la mode, bien, on parle de fibres aussi quand on est en emballage, puis le recyclage des fibres, mais en fait aussi... quand on voit la matière première, on voit de plus en plus en emballage des entreprises investir et innover pour utiliser des fibres qui étaient considérées un déchet avant, qui étaient brûlées ou qui étaient enfouies pour vraiment faire de partir de ça et non de la matière vierge. Je pense qu'il y a toutes sortes d'idées à aller chercher. Même au niveau peut-être des stratégies de design, en emballage, je sais que moi, je travaille sur des projets de design, vraiment concevoir les emballages pour la recyclabilité, pour la compostabilité, pour le réemploi. Je pense que c'est des choses qu'on voit aussi dans le domaine du textile et de la mode. Donc, je pense que oui, il y a moyen de s'inspirer puis que tout le monde travaille en circularité, finalement, sur des projets de circularité. Moi, si je peux ajouter, là, mais un des domaines, puis si je me trompe pas, peut-être que dans tes projets, tu fais la même chose, mais le pont avec le domaine de l'alimentation, là, veux pas, dans le fond, il y a des mouvements de manger local, manger bio, équitable, que je trouve que c'est quand même certaines techniques, certaines théories là, qui s'appliquent à l'approvisionnement de la fibre. On est quand même dans l'agriculture, aussi dans les fibres synthétiques. C'est un des mondes c'est des industries très mondialisées. Donc ça, c'est quelque chose que des fois, on peut faire des parallèles. Puis je sais qu'il y a des experts en alimentation qui sont capables de faire le pont, parce que c'est une industrie qui est un peu, moi je dirais, si une industrie qui nous touche beaucoup dans la consommation de tous les jours, l'alimentation est un peu plus avancée que sur l'industrie de la mode, là, si on compare avec d'autres types de consommation. Là. Le slow fashion, c'est beaucoup basé sur le slow food pour réfléchir on pense à ces processus. Fletcher, si je me trompe pas, là, quand même une couple de livres sur le sujet. Là, ouais. Mais tu sais, pourtant, le vêtement, ça touche tout le monde, comme la nourriture. Puis en plus de ça, c'est comme pas un besoin, c'est un besoin essentiel, mais pas immédiat. Fait qu'on peut encore plus prendre le temps d'avoir une réflexion que même la nourriture. Non, c'est un bon point. Mais des fois, c'est que c'est tellement pas... le monde n'y pense pas hein, que ça concerne quand même notre santé. Si on a un vêtement, disons, toxique, qu'on souhaite pas, ben ça nous affecte quand même, mais ça nous affecte moins que ce qu'on ingère. Ça touche moins notre santé à tous les jours. Là. Ça semble moins urgent, mais on touche à du tissu 24/7, là, que ce soit le jour, la nuit. On est toujours en contact avec du textile. Ça a souvent plus d'impact que ce qu'on réalise. Ceux qui le fabriquent encore plus. Parce que nous, on voit peut-être pas l'impact sur notre peau et notre santé, mais l'impact, par contre, au niveau des pesticides, des colorants, des additifs qu'on rajoute, eux, par contre, l'impact, elle est comme réelle et comme quotidienne, là, vraiment. Nous, si on coud des robes bleues toute la journée, le soir, quand on se mouche, notre mouchoir est bleu. Fait qu'il y a un impact. Il y a un impact. Exactement. C'est fou. Justement, Noémie, j'aimerais ça t'entendre sur toi, ce que tu considères être le vêtement le plus éco-responsable. Ça serait quoi? Comment tu le décrirais? Ça serait quoi ces critères? Si je le fabrique? Toi, le vêtement parfait, je pense qu'il faut regarder le contexte, parce que je pense que le vêtement le plus éco-responsable, ce sera pas la même chose si je le fabrique en Inde que si je le fabrique au Québec.
Moi, dans toutes mes réflexions, j'en suis venue qu'au Québec, étant donné que 82% de ce qu'on porte vient de l'autre bout de la planète, on le fait fabriquer ailleurs, même quand on le conçoit au Québec, je me suis dit que, pourquoi pas faire du réemploi? Parce qu'on a tellement de matière ici, puis justement, la difficulté après l'avoir porté, même si on a une industrie de la mode de seconde main qui est immense, c'est devenu une industrie, on n'arrive pas, dans le fond, à réemployer tous ces vêtements-là pour les porter. Pourquoi pas réutiliser ces vêtements-là pour leur donner une seconde vie? J'en suis là dans ma réflexion. Je pense que le réemploi au Québec, ça serait notre moyen le plus efficace puis le plus comme éco-responsable, éthique, de pouvoir fabriquer ici, localement, avec nos rebuts, là, nos pertes qu'on a ici. Donc, fabriquer des nouveaux produits à partir d'autres vêtements en fin de vie ou de matière. Exactement. Ce qu'on appelle le surcyclage ou upcycling. Puis pour un vêtement neuf, disons que tu vas magasiner, c'est un vêtement neuf, ça serait quoi tes critères? Ça serait, puis je pense que c'est le trademark d'Atelier B, le plus durable. D'acheter un vêtement qui va être le plus durable, de penser au vêtement, c'est quoi le vêtement que je vais porter le plus souvent, d'être capable de s'imaginer dans quelle occasion on le porte, d'avoir un coup de cœur, tout simplement. Là, c'est le plus facile des critères. Si on a un coup de cœur pour un vêtement, même si c'est pour faire du sport, peut-être que je vais avoir envie de porter cette robe-là parce que je suis bien dedans, je respire, elle est facile à nettoyer. Je pense que c'est ça le premier critère, je dirais. Est-ce que je vais le porter longtemps, ce vêtement-là? Et aussi, est-ce qu'après l'avoir porté, je vais pouvoir le donner? Est-ce qu'il y a une assez bonne qualité pour dire que je peux le passer au suivant quand j'en aurai plus envie de ce vêtement-là? Avez-vous quelque chose à rajouter là-dessus? Ben oui, aussi la qualité. Je mets beaucoup d'emphase sur la qualité des vêtements. Je pense que même un vêtement de polyester recyclé, de coton biologique, s'il n'est pas de qualité, vraiment, c'est un peu une cause perdue. Mais sinon, je me permets quand même de faire le message de... Le vêtement le plus écologique, c'est lui qu'on n'achète pas, finalement. C'est lui qu'on a déjà dans notre garde-robe, qu'on emprunte à un ou une amie. Je pense qu'avec la surconsommation, c'est vraiment des fois de remettre en cause nos besoins, mais même en réalité nos désirs là, qui sont très forts. Donc, de penser à ne pas acheter, c'est ça qui vaut le plus. Toi, j'imagine, Annie, quand tu reçois un vêtement, disons que tu l'achètes en ligne, tu portes beaucoup d'attention à comment il t'est emballé. Là, c'est grave, là. C'est pas drôle. Puis, je sais pas si je le souhaite à tout le monde d'avoir comme cette espèce d'irritation-là. C'est sûr que j'ai tendance à avoir des idées, puis à un moment donné, je me dis, je devrais les contacter, leur dire, je devrais changer ça, faire ça, ils pourraient remplacer. Je pense à des alternatives, mais je passerais mon temps à contacter des entreprises pour faire ça. Mais oui, c'est ça, j'ai vraiment une sensibilité à ça, c'est normal. Comme j'imagine que vous avez la même quand vous voyez des vêtements. Évidemment. On a des clients qui nous écrivent des fois pour nous dire « Hey, j'ai vu tel projet ou tel... » Souvent, on le prend en considération. Fait que peut-être les entreprises que tu aimes beaucoup, tu pourrais leur écrire. Une entreprise, disons, je pense qu'elle est américaine, dans le quartier, là, que j'ai déjà envoyé un courriel. Puis il y a eu une très belle réponse avec une longue... J'avais justement sur l'emballage que j'avais reçu à la maison. J'avais expliqué que pour un magasin qui se disait éco-responsable, ça m'avait un peu choqué qu'on m'envoie des produits d'extra dans la boîte. C'est une petite attention, c'est un cadeau qu'ils te font. Mais j'en avais pas besoin. Moi, j'avais réfléchi que j'avais besoin de 2 nouveaux T-shirts, pas plus. Mais pourtant, ce qui m'a... En tout cas, à travers les différents mandats que j'ai faits, ce qui m'a étonnée le plus par rapport à le peu que j'ai fait comme mandat qui touchait à l'industrie du vêtement ou de la mode, c'est vraiment quand c'est... les emballages dans lesquels ils recevaient de leurs fournisseurs tous leurs matériaux et les matières premières. J'ai trouvé que c'était une industrie qui utilisait énormément de sacs en plastique. La moindre petite affaire, un petit morceau, une petite pièce, tout arrive dans des sacs en plastique individuels. C'est assez incroyable de voir à quel point c'est quand même une industrie qui emballe énormément, mais pas juste quand on reçoit à la maison, mais même au niveau des fournisseurs. Moi, c'est l'œil que la réflexion que j'ai eue à ce moment-là. Tu sais, les fameux, on dit en anglais des polybags, là, tout ce qui vient de l'extérieur, qui vient par bateau, c'est-à-dire une paire de bas enveloppée individuellement. Donc, ça m'avait quand même frappée aussi. Puis, c'était de repenser et penser à des façons que les entreprises peuvent travailler avec leurs fournisseurs pour changer ces pratiques-là, dire, écoute, nous, on voudrait les recevoir comme ça, nos matériaux. Et c'est une conversation à avoir, c'est un travail de collaboration, changer ces choses-là. Donc,
Mais j'ai un bon exemple de ça. On vend les cartes de souhait de Paprol, qui est une entreprise locale. Puis pour protéger les cartes, ils se sentaient obligés de les mettre dans des petits cellophanes de plastique. Puis nous, on leur avait dit, est-ce qu'on peut les recevoir sans plastique? Puis là, au début, ça fonctionnait pas, mais je pense qu'on a été plusieurs parce que maintenant, on coche avec ou sans plastique. Puis ça fait une différence. Si tu reçois 100 cartes, ça fait 100 petits sacs de plastique de moins. Vraiment. Pour eux, c'est un coup de moins. Ben oui. Une action de C'est juste moins. d'attendre avant de les emballer, de voir qui les a achetés puis qu'est-ce que le client veut. C'est juste de repenser les étapes. Ben, des fois, il y a des enjeux comme ça, que c'est plus comme dans la culture, dans comment on le fait parce que c'est comme ça que ça se fait. Mais il y a des enjeux plus au niveau, justement, de tout ce qui est les vêtements qu'on envoie par container, que c'est des enjeux de vermine, d'humidité. Tu veux pas arriver avec des chemises moisies au magasin. Ils sont comme 3 semaines en mer. Fait qu'il y a des enjeux en amont qu'il faut vraiment, comme qu'on peut remplacer au lieu de dire arrêtez de mettre des plastiques. Qu'est-ce qu'on peut fabriquer? Puis là, je pense que c'est là que tu entres en jeu. Qu'est-ce qu'on peut fabriquer? Qu'est-ce qu'on peut faire? Pour comme faire quelque chose, un produit similaire, mais qu'on va pouvoir réutiliser ou qui va être... Ben justement, quand on parle d'humidité dans les conteneurs et tout, ben ça n'a pas besoin d'être nécessairement reçu, enveloppé individuellement. On peut y aller par catégorie de vêtements. Puis un exemple concret, puis ça, j'ai vu certaines entreprises faire cette pratique-là. Puis j'ai travaillé sur un mandat où l'entreprise ici à Montréal s'est convertie à cette pratique-là aussi. C'est vraiment de rouler les vêtements un peu comme des petits sushis et d'en mettre beaucoup plus dans un gros sac. Donc, on vient de couper le nombre de sacs exponentiellement parce que dans le fond, on fait des gros sacs, des gros lots, si on veut. Puis ça, il faut tout simplement travailler avec le fournisseur puis dire, ben nous, on a un plan d'action, puis c'est comme ça qu'on aimerait recevoir. Donc, c'est ça, on n'est pas obligé de tout mettre dans des sacs individuels. Puis juste ces pratiques-là, là, sérieusement, je me souviens pas du pourcentage là, de plastique qui était économisé, mais c'était au-delà de 50 %. Là. C'est vraiment significatif comme changement. Puis ça, c'est juste un changement. Donc... Puis nous, en tant que petits, on achète nos fournisseurs, pour eux, on est des tout petits clients. Mais si on est plusieurs à leur mentionner, c'est là que ça peut faire une différence. Par rapport au transport, ça m'amène à vouloir parler de production locale aussi. Les matériaux, c'est important, mais les conditions dans lesquelles on les fabrique aussi, on en parle beaucoup. Si on parle de développement durable, Maxime, selon toi, c'est quoi l'importance de la production locale par rapport au développement durable? Je la trouve super importante. Je pense aussi c'est que ça transmet le message. Qu'est-ce qui est plus proche? Des fois, peut-être les consommateurs ils portent un petit peu plus attention à toute la chaîne de production. Où il y a aussi un contact, savoir avoir plus d'informations. Parce que quand on rentre dans des magasins des grandes surfaces ou des magasins avec une expérience moins personnalisée, peut-être même pas en français. Si on magasine en ligne sur un site web international, c'est pas nécessairement dans notre langue. Donc, je trouve que le développement local, l'industrie locale est extrêmement importante pour le développement durable. Mais encore une fois, pas parce que tu es local que tu as toutes les réponses non plus. Donc, je pense que des fois, faut trouver le juste milieu. Puis on le sait que ça existe aussi des conditions de travail qui sont pas excellentes au Québec, pas juste dans l'industrie textile. Donc, il y a ce message-là aussi à avoir que on a une des solutions, mais c'est ça. Puis, ouais. Vas-y. Mais j'allais rebondir sur aussi faire la différence entre conçu au Québec ou fabriqué au Québec. Parce que c'est très facile d'avoir une compagnie, mais de tout faire en Chine, au Bangladesh et tout ça. Ouais. Puis, c'est difficile, on dirait, de faire du développement durable ailleurs que localement. Parce que le développement durable, comment on l'entend au Québec, c'est écologique, éthique, puis économique. Fait que là, si on veut faire quelque chose de favorable économiquement, ben c'est pour notre PIB, notre veut pas. Puis éthique, tu sais, si les conditions ailleurs, à moins de savoir vraiment là, les conditions de connaître l'équipe à l'extérieur, c'est quand même assez difficile là, de... Oui, mais je pense qu'aussi avec l'industrie textile, c'est tellement difficile à changer. Je dirais, elle est clouée un peu en place quand on parle des grandes industries, là. Puis beaucoup dans les lectures que j'ai faites, entre autres pour l'essai, c'est beaucoup sur l'externalisation des nuisances. On envoie nos cochonneries ou les parties de la production qu'on n'aime pas. C'est dommage, mais les textiles, c'est pas impossible à produire au Québec. On en avait plein d'industries, on en a encore. Puis, mais il y a une certaine partie, c'est comme si on veut pas l'avoir. Celle-là, on veut continuer à avoir certaines matières, mais on veut pas toutes les nuisances qui viennent avec. C'est comme caché quand c'est... On le cache, c'est vraiment loin des yeux, loin du cœur, là. C'est ça, hein. Donc, cette proximité-là entre le consommateur puis la production, je pense que on a beaucoup à gagner. Le plus proche que c'est, le mieux que c'est. Mais ce système de
d'externalisation qui est mis en place, pas juste dans l'industrie textile, mais vraiment dans toutes les industries. Tout ce qui est de la sous-traitance, la délocalisation, c'est énorme, puis ça va prendre du temps à changer ces pratiques-là. Ouais. Puis ça va, mais on va quand même les garder, c'est ça. Il faudrait réduire énormément notre production pour qu'on puisse, produire tout localement. Là. Mm-hmm. Il y a aussi des avantages d'avoir moins de transport. Ben oui. C'est des avantages que ce soit un écosystème aussi rapproché. Ouais. Pour la traçabilité, parce que comment s'assurer d'avoir des bonnes conditions, d'avoir toujours les mêmes personnes qui fabriquent, si c'est loin, puis si on peut pas avoir une traçabilité entre tous les différents acteurs, parce que il y en a beaucoup de gens dans la chaîne avant que ça arrive dans un local ici, là, on parlait de tissus là, en ce moment, parce que c'est quand même assez difficile d'avoir des tissus seulement faits au Québec. Mm-hmm. Puis, d'un point de vue, regarder l'ensemble, c'est important de voir que, tu sais, du jour au lendemain, les grandes chaînes ne vont pas comme disparaître non plus. Fait que c'est important qu'il y ait des démarches qui se fassent en développement durable à ce point de vue-là aussi, parce que dans le fond, même si on fait des efforts au niveau local, c'est exponentiel quand c'est une grande chaîne ou une grande marque qui est partout dans le monde, qui fait des efforts et qui fait des changements. L'impact est plus significatif. Fait que je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, mais si on regarde globalement, il faut quand même rester... faut quand même voir que dans l'ensemble, si on veut vraiment des grands impacts, c'est à tous les niveaux que ça prend du changement. Pas juste de se dire, on va comme amener toutes les chaînes d'approvisionnement locales, à go, tout le monde change ses pratiques, ça se passera pas. Non. Donc, il faut vraiment regarder l'ensemble puis miser sur toutes les échelles, finalement. Mm-hmm. Moi, si je change tous mes emballages demain, j'ai un moins gros impact que si une grande chaîne le fait, évidemment. Ouais. Puis, dans le cas de notre entreprise Atelier B, comme dans la plupart des autres marques locales qu'on connaît puis qu'on aime, c'est des petites ou des très petites entreprises. Normalement, c'est entre 1 et 10 employés, là, les marques qu'on aime puis qu'on porte ici à Montréal. Toi, Annie, dans ton expérience, justement, c'est quoi les avantages? Bon, on vient d'en nommer un, les avantages d'être une grande entreprise versus une petite. Une petite, c'est sûr qu'au niveau décisionnel, c'est plus facile. Je veux dire, on a accès aux différentes équipes, puis on peut collaborer rapidement pour dire, oui, on prend une décision, puis on va de l'avant. Dans des grandes entreprises, des fois, ça peut être long et difficile de convaincre tout le monde. Donc, on est comme plus rapide, plus agile. Ça, c'est un gros avantage. Un inconvénient, pour en nommer un autre, c'est peut-être des fois les moyens pour le faire. Hein. C'est comme de demander à toutes les petites entreprises qui ont déjà des pratiques qui font qu'ils ont des marges moins élevées, d'investir dans quelque chose de plus encore que les plus grands de ce monde ne font pas. Ben là, c'est comme ça peut ne pas être réaliste au niveau financier, d'où l'importance de soutenir ça financièrement et collectivement. Mais puis je dirais, de toute façon, que ce soit des grandes ou des petites entreprises, moi, ce que je vois, c'est que ça prend de la collaboration. Sans collaboration, on parle de chaîne d'approvisionnement, là, il y a tellement d'aspects à voir puis de gens avec qui collaborer pour apporter des changements. Ouais. Puis des fois, c'est la main-d'œuvre aussi. T'sais, l'inconvénient, c'est que, au niveau du financement, mais aussi de trouver la personne qui va être capable de le faire, trouver l'expertise, des fois, c'est plus difficile. Vu qu'on a comme tout délocalisé au Québec dans les années 90, aujourd'hui, là, la partie fabricante, elle est plus petite, elle est très en demande. Des fois, on doit avoir un minimum de choses à faire coudre, dans le fond, pour être capable d'avoir accès à ce service-là. Fait que c'est difficile, des fois, de trouver une main-d'œuvre qui est soit experte ou soit comme qui convient à notre petite production qu'on a envie de faire quand on est petit joueur, là. Un avantage que je vois, par contre, le fait qu'on est une petite équipe, c'est qu'on voit toutes les étapes. Il n'y a rien, justement, d'invisible. Ouais. Moi, je les vois, mes retailles. Puis c'est parce qu'on les voyait, nos retailles, que Catherine puis moi, on s'est dit, il faut trouver une solution parce que ça nous étourdit, ce volume-là de retailles dans une production qu'on doit jeter. Quand tout est fragmenté, puis que tout est divisé, puis qu'il y a plein d'intermédiaires, mais chacun est dans son petit silo, puis peut-être qu'on a moins tendance à vouloir régler les problèmes plus globaux, justement. Un avantage d'être petit. Bon, on parle souvent, là, puis ça fait longtemps, c'est pas nouveau, on parle d'éco-blanchiment. Moi, je vois une différence depuis, ça fait 14-15 ans là, que nos produits sur le marché, les clients sont beaucoup plus conscients, beaucoup plus exigeants qu'ils l'étaient, puis c'était merveilleux. Je te pose la question, Noémie. Est-ce que tu penses, toi, que pour qu'une entreprise
soit éco-responsable. Est-ce que tu penses que ça doit être au cœur même de son modèle d'affaires, de sa mission, de sa raison d'être, pour que ce soit pas juste des petits pansements ajoutés? Oui, je pense totalement. Je pense totalement. Perception de ça. Oui, puis on dirait que si on le fait pas, ça passe souvent pour l'éco-blanchiment, même si c'est vrai, parce que là, comme consommateur, on est comme vraiment constamment... Les gens, ils rajoutent une petite feuille verte à côté du nom. On dirait que tout prend la forme de « je suis éco-responsable ». Puis les gens sont mélangés « OK, c'est éco-responsable, mais c'est-tu éthique? » Tu sais, il y a comme... Fait que je pense que là-dedans, c'est au-delà du modèle d'affaires, de la mission, la vision, les valeurs, c'est aussi la transparence qui est menée. Parce que c'est très facile aussi, mais dans une mission d'entreprise, nous faisons tout localement. OK, mais localement ne veut pas dire, comme tu le disais, Maxime, ne veut pas dire des bonnes conditions. Mm-hmm. Peut-être que les gens sont sous-payés, peut-être que c'est des étudiants qui font ça. On sait pas, tu sais. Donc là, je pense qu'à ce moment-là, c'est d'être transparent. J'ai vu certaines pratiques, certaines entreprises le font. C'est comme montrer la facture, tu sais, de vraiment dire, voici où est-ce que tout va notre financement, combien on est payé, tout ça, d'avoir une transparence. Aussi, ça met en œuvre, ça met en évidence, pas seulement sur l'étiquette du vêtement, mais sur le site web, par exemple, ben voici aussi tout ce que ça prend pour faire le vêtement. Fait que je trouve que c'est à la fois, c'est quelque chose qu'on donne aux consommateurs pour l'aider à consommer, mais aussi pour l'aider à consommer pour nous qui consommons nos produits. Parce que, par exemple, il y a peu de gens qui savent toutes les étapes de comment il fait un vêtement, tout ce que ça prend comme idée, comme réflexion. L'étape de conception, il faut que ça soit inclus dans le vêtement si on veut pouvoir continuer à en fabriquer. Fait que je trouve que c'est donnant-donnant. C'est autant intéressant pour le consommateur, puis pour qu'il prenne vraiment la décision, puis qu'il soit capable d'investir dans une pièce en ayant tous les éléments en tête de pourquoi je paye ce prix-là. Mm-hmm. Toi, tu travailles avec des grandes entreprises, souvent qui n'ont pas nécessairement comme modèle d'affaires une mission à vocation de développement durable. Est-ce que il y a quand même une volonté de faire des changements? Oui, maintenant, on voit certainement une volonté de faire des changements. Je pense qu'ils sentent tous la pression, peu importe. Puis, au niveau de l'éco-blanchissement, c'est sûr qu'on en voit énormément en emballage. Moi, quand je regarde sur les tablettes, tout ce qui est écrit sur les emballages. Puis, après ça, ce qu'on sait que les centres de tri sont capables de traiter ou ce que les centres de compost veulent recevoir ou pas recevoir. Bref, tout ça pour dire que, je veux dire, on en voit énormément. Je pense que quand elle parlait tout à l'heure d'être transparent puis même d'éduquer un peu le consommateur sur les étapes puis toutes les démarches, je pense que là, c'est là qu'on voit peut-être... ceux qui se différencient puis qui font des actions concrètes, si on veut, parce que quand on est rendu qu'on éduque, que ça soit via le site Internet ou le produit vient avec une explication, c'est là qu'on voit que la démarche a vraiment été complète. Mais oui, c'est quelque chose qu'on voit, mais je veux dire, faut pas s'arrêter à ça parce que là, si on prend pour acquis que toutes les entreprises ont des pratiques d'éco-blanchissement, bien, on va juste pas aller de l'avant. Faut vraiment... Mais c'est quand même à la portée de tout le monde de le faire, quitte à même dire on n'a pas ces informations-là. Parce que des fois, tu sais, on parlait de traçabilité, des fois, on n'arrive pas à avoir ces informations-là. Puis c'est intéressant de le dire aussi, tu sais, puis de dire aux gens on n'est pas dans la perfection, mais voici ce qu'on peut faire en ce moment au Québec, puis d'ajouter des informations un peu plus larges que qu'est-ce qui les concerne, le vêtement. Mais qu'est-ce qui se passe en ce moment dans le domaine de la mode? Tu sais, ça éveille aussi à... OK, c'est pas juste Atelier B, par exemple, là, qui vit ça. Tout le monde a un peu ces mêmes enjeux-là dans le milieu. Là. Mm-hmm. Puis aussi, une partie de ce qui est des valeurs fondamentales, disons, de l'entreprise pour qu'elle ait vraiment une vocation, c'est que j'ai l'impression que ça bouge tellement vite. Puis c'est un peu ça avec l'éco-blanchiment. Des fois, c'est que le message, il date de peut-être quelques années ou quelques mois. Puis c'est qu'on est tout en train de se renouveler, on est tout en train de découvrir des nouvelles choses dans l'innovation, pour la recyclabilité des fibres. Bien, il y en a qui étaient pas recyclables il n'y a pas si longtemps. Là, aujourd'hui, ils commencent à l'être. Donc, tu sais, c'est oui d'être transparent, mais aussi c'est tout le temps s'améliorer. Mm-hmm. Puis si l'entreprise, elle n'a pas l'environnement puis l'aspect social à cœur, j'ai l'impression qu'elle manque un peu de bateau. Elle fait ce qu'elle peut, elle fait le minimum, mais si elle n'est pas tout le temps en communication avec quelqu'un qui est expert, disons qu'elle, elle l'est pas, mais qu'elle a le désir de bien faire, c'est là qu'elle doit comme s'entourer de gens qui sont tout le temps à l'affût. Puis ben c'est ça, c'est de l'amélioration continue. Il faut tout le temps remettre en question nos pratiques, puis dire est-ce que c'est la bonne technique, y a-t-il quelque chose qu'on peut faire de plus? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on doit faire de moins? Il faut voir. Il y a peut-être des choses qu'on doit tout simplement arrêter. Nous, ce qu'on trouve le plus délicat, puis en parlant avec les autres designers, c'est que des fois, on ne sait pas où mettre notre énergie pour avoir le plus d'impact. C'est souvent pas ce qui est le plus facile à expliquer,
qui a le plus d'impact ou ce qui est peut-être pas plus tu sais, on a une mauvaise impression en partant de si je vais faire ça, ça va être positif, mais finalement, non, l'impact n'est pas si grand. J'aurais peut-être dû mettre mon énergie là. C'est pour ça qu'il faut s'entourer, poser des questions, faire de la recherche, puis valider. C'est ça que j'allais dire. C'est ça la différence. C'est la recherche, puis poser des questions. C'est presque... Des fois, la démarche, c'est presque une enquête. Là. Si tu appelles à gauche, à droite, il faut que tu aies des réponses. Puis c'est tout un système. Puis si tu n'as pas les réponses, tu sais, souvent, des fois, c'est même relié à l'endroit où ton entreprise se situe, puis les systèmes en place pour la collecte et le recyclage ou peu importe des matériaux. Puis c'est tout un système. Puis si on pose pas de questions, puis c'est juste l'équipe marketing qui décide ce qu'on va écrire sur l'emballage ou qui parle du produit, ça fonctionne pas. C'est vraiment... tu as dit le mot recherche, puis pour pas faire de l'éco-blanchiment, ça prend de la recherche. Mais tu parlais de tout ce qui est les packaging, les emballages compostables, recyclables, mais c'est que ça varie d'une municipalité à l'autre, finalement, en plus. Entre autres, dans la restauration, dans les emballages qu'on reçoit de nos commandes en ligne, si tu es dans le fin fond d'un rang, un peu à l'extérieur comme tu es en région au Québec, peut-être que l'usine de compost, elle vient juste d'être installée puis qu'elle est à jour, mais il y a aussi des possibilités qu'on ne l'apprenne même pas, cette matière-là, là, qui est écrite compostable dessus. Genre. Il faut connaître la réalité sur le terrain. Ouais. Donc, il y a vraiment tout un contexte qu'il faut évaluer. Puis c'est ça aussi en développement durable, puis dans des stratégies d'économie circulaire, c'est vraiment de faire cette démarche-là, de se poser toutes ces questions-là, puis de pas nécessairement dire qu'il y a une seule réponse. Puis il y a beaucoup de choses à regarder et même différents aspects à regarder de notre production, de notre chaîne d'approvisionnement. Fait que c'est tout un travail, puis ce ne sera pas une chose qui va venir tout régler. Donc, c'est pour ça que peut-être que ça prend du temps parce qu'il y a plein de démarches possibles, puis il y a tout le contexte à regarder. Je pense que dans un futur proche, ce qui va être comme de même pour s'assurer de ne pas avoir d'éco-blanchiment, c'est d'avoir justement quelqu'un comme toi qui le fait au niveau des emballages, qui va venir comme consultante, qui va venir comme approuver justement ce qui a été fait, ce qui pourrait être fait. Comme ça permet aussi au public de voir, OK, c'est pas eux-mêmes qui se sont dit, nous, on est éco-responsables. Tu sais, il va y avoir comme une espèce de certification par un expert consultant. Là. Ce qui existe pas en ce moment. Et même une mise en relation avec d'autres personnes où ils peuvent vérifier, où les choses aboutissent. Et donc, c'est vraiment de travailler en collaboration encore puis de poser des questions. Je me demandais si, selon vous, une mode durable puis la croissance ou le profit, les grands volumes de production, est-ce que c'est contradictoire? Est-ce que on peut parler de développement durable malgré ces ambitions-là de croissance? Je regarde Maxime. Moi, personnellement, je pense que oui. Je pense qu'avec croissance, avec profit, on pense à surproduction. On parle de gros volumes, on parle de surproduction. Généralement, c'est des ressources exploitées en trop, c'est des choses qui sont gaspillées, c'est des ressources autant en main-d'œuvre, en énergie qu'en fibres qui peuvent être gaspillées. En plus, qu'on le sait on a peu de possibilités sur les vêtements en fin de vie, que ce soit les retailles comme les vêtements usagés. On travaille tous à trouver des solutions. Ça l'avance, mais c'est vraiment pas facile. Puis pour les quantités de textiles qu'on voit passer, que ce soit dans les friperies ou directement dans les dépotoirs, faut réduire cette production-là. Donc, selon moi, non, c'est assez contradictoire. C'est ça, la mode durable et, disons, les grands volumes. Je pense que les grands volumes ont quand même un impact. Quand ils font des actions positives, on le sait qu'ils ont un impact positif à grande échelle, mais ça reste contradictoire. Donc, il faudrait faire les évaluations d'impact, voir qu'est-ce qui parle plus. Là. Mais ça dépend, c'est qui se dit qu'il fait du développement durable, comment c'est interprété, comment c'est exécuté, parce que, tu sais, on a dit c'est 3 piliers, le développement durable, mais si on met le développement un peu plus haut, on fait une hiérarchisation, puis on met le développement économique plus fort que le développement comme éthique et environnement, ben on peut dire je fais du développement durable, je respecte les 3, c'est juste que comme l'argent est comme domine sur le reste. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut que les 3 ils soient comme équitable, quasiment égal là, pour que ça soit respecté. Mais on peut facilement dire qu'on fait du développement durable si on inclut les 3 puis on n'explique pas comment c'est organisé à l'intérieur. Ouais.
Mais souvent, le profit, nos systèmes, comment ils sont faits, c'est que notre profit qu'on a fait une fois là, qu'on a bien payé tous nos employés, qu'on a une qualité de vie, disons, dans notre petite ou moyenne ou grande entreprise, on cherche à les réinvestir. Puis dans les entreprises manufacturières, souvent, comment on réinvestit, c'est qu'on augmente la production. Souvent, je veux dire, ça dépend c'est quoi l'intention de l'entreprise, mais c'est là aussi, dès qu'il y a le désir de la croissance infinie, disons, là, de take over le marché, ben là, c'est là que j'ai l'impression, même si tes pratiques sont les plus écologiques, tu peux quand même nuire. Là. Puis, est-ce que c'est possible d'avoir une croissance puis prendre des parts de marché dans un modèle plus durable? On a parlé de soit la location de vêtements ou tu sais, dans des modèles où on réutilise. Là, puis est-ce que c'est possible d'être rentable? Moi, je pense que oui. C'est juste qu'il faut là, que ces modèles-là soient à une échelle où c'est plus rentable financièrement. Mais je pense que faut pas se dire qu'on peut pas faire d'argent dans des modèles d'économie circulaire. Non, on peut. Ouais. Puis on peut même être plus rentable. Il faut juste comme arriver à une échelle et prendre une part de marché qui est assez substantielle pour que ça soit de la croissance, si on veut. Parce que, en tout cas, bref, ça semble contradictoire, mais puis est-ce que même aussi, dans ce modèle-là, on peut créer de la valeur quand on regarde des modèles où est-ce que, mettons, on garde le bien comme tel ou la ressource comme telle, puis on la revend et on la revend. Est-ce que ça peut être encore plus rentable parce que, dans le fond, on a une valeur qui est créée et qui est maintenue, qui est gardée? Mais à ce moment-là, je pense que c'est possible. C'est juste, ça prend un changement de culture. Parce que, tu sais, on peut changer tout ce qu'on veut en entreprise, d'avoir le plus beau produit au monde. Si la culture de consommation ne change pas autour, il faut être patient, tu sais. Puis je pense qu'elle se fait petit à petit. On a parlé d'alimentation tout à l'heure. Elle se fait au niveau de l'alimentation. Là, après ça, il faut voir comme, OK, on est rendu aux vêtements. Il faut être patient, mais je pense qu'il faut que, comme tous les acteurs, comme participent à ce changement de culture-là en proposant des produits puis justement en éduquant le consommateur. Là. Ouais. Quand on parle de slow fashion précisément, là, c'est une pratique qui a plusieurs facettes. C'est beaucoup de petits processus qu'on applique, nous, dans nos ateliers. Puis le but, c'est quand ensemble, tout ça soit cohérent. T'sais, le mot cohérent est toujours important pour nous. J'ai envie de vous demander comment les artisanes et les artisans qui travaillent en profondeur, là, dans le détail, dans les principes du slow fashion, comment ils peuvent communiquer toutes ces dizaines et ces dizaines de petites actions-là qu'ils mettent en place au quotidien pour diminuer leur impact sur l'environnement? Ben, tu sais, j'ai pris l'exemple tantôt de la transparence. On dirait que je redirais la même chose. Je sais aussi, c'est pas pour tout le monde, mais à différentes échelles, c'est de penser c'est quoi mon moyen, c'est quoi mon médium de communication avec ma clientèle. Il y a certaines personnes, ben, ça va être via l'étiquette, via le site web. Il y en a d'autres que ça va être les réseaux sociaux. Ils sont super bons avec les réseaux sociaux. Fait que c'est peut-être par rapport à son identité de voir c'est quoi mes moyens de communication, qu'est-ce que moi j'ai du plaisir à faire, puis comment je vais aller rejoindre la clientèle, en fait, que j'ai envie de rejoindre. Puis à partir de ce médium-là, je pense que c'est vraiment d'avoir la transparence puis de montrer les détails. Puis un phénomène de curiosité, veut pas qu'on consomme, on a quand même le goût de savoir comment c'est fait, qui l'a fabriqué. Fait que je pense que ça motive beaucoup les designers, les entreprises à dire comme, OK, ben les gens sont quand même intéressés à savoir qui je suis puis comment c'est fait, là, c'est intéressant. Fait que je pense qu'en ce moment, les réseaux sociaux, c'est ça qui prend le plus de place, mais c'est pas à la portée de tout le monde de le faire, puis ça prend beaucoup de temps. C'est quand même énergivore aussi dans une journée de faire tout ça. Mais si on est capable d'avoir quelqu'un pour prendre en compte tous ces éléments-là puis de trouver un bon médium, là, ça serait ça ma réponse. Puis, tu sais, toutes ces petites pratiques-là vont affecter le prix. Là, en ce moment, on est dans une période où l'espèce de mouvement de solidarité qu'on avait vu pendant la pandémie s'est essoufflé. On parle de récession, on parle de crise du logement. Comment on peut justifier ou expliquer justement ce prix-là qui est juste par rapport à comment c'est confectionné ici dans nos ateliers avec toutes ces pratiques-là? Toi, tu fais beaucoup d'éducation, Noémie. Je pense que Maxime, ça t'interpelle aussi, ces sujets-là. Je trouve que c'est une question vraiment difficile là, dans comment justifier les prix, parce que quand on s'intéresse, puis je pense que c'est le cas ici, c'est facile à le justifier entre nous parce qu'on a peut-être une expérience de couture, un intérêt pour les textiles, un intérêt pour les conditions de travail de qualité.
Donc, je pense que ça passe par l'éducation. Je pense qu'il y a un certain savoir-faire. J'ose espérer qu'il y a quelqu'un qui sait moindrement tenir une aiguille ou qui a fabriqué un petit objet est capable de savoir le temps que ça a pris de faire un vêtement complexe, qui est aussi capable de... les vêtements locaux, les vêtements qu'on fait ici sont de meilleure qualité que plusieurs entreprises qu'on importe. Pas tous, on a des super bonnes qualités à l'international aussi, mais disons que cette qualité-là de plus qu'on a, ça se reconnaît, tu sais, mais ça demande une certaine... ça demande des connaissances de base, puis de développer cet intérêt-là chez les consommateurs. Donc, moi, j'ai l'impression de dire un peu par la base de la couture puis des textiles. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup partager puis que je pense que ça peut avoir un impact. Mais encore une fois, c'est sur un consommateur averti, disons. Là. C'est pas monsieur et madame tout le monde, parce qu'avec ça, c'est beaucoup plus difficile. Mais je pense que c'est un grand enjeu, surtout quand on essaie de faire le plus éco-responsable possible, puis on essaie de dire aux gens, réduisez votre consommation, vous allez réduire votre impact. C'est dur de vendre un produit en disant, j'ai besoin d'en vivre, donc achète, mais en même temps, achète-en pas trop, parce que je veux que tu restes éco-responsable. Oui, la consommation responsable, c'est assez contradictoire. Là, on rentre dans... Ouais. Mais par contre, j'ai pas réussi à résoudre ce phénomène-là au niveau de mes entreprises. C'est toujours comme un tiraillement, mais comme consommatrice, le fait d'acheter moins, mais d'acheter de meilleure qualité, ça, par contre, j'ai vu la grosse différence. Je me suis rendu compte que finalement, je faisais des économies parce qu'au lieu d'acheter 3 paires de shorts qui vont, tu sais, tu fais du vélo, tu bouges, qui vont, dans le fond, au bout de l'été, vont être finis, ben, en acheter une qui va avoir une plus grande qualité, qui va être plus durable, ben, finalement, elle va me durer 3, 4, 5 étés. Elle va être réparable. Fait que ça, je trouve que j'ai vraiment vu comme consommatrice cette différence-là dans ma garde-robe. Je veux finir sur une note plus positive, puis peut-être avec un peu plus d'espoir, mais vous avez donné plein de pistes très, très encourageantes. Est-ce qu'on peut envisager une mode d'ici ou des vêtements faits ici qui seraient régénérateurs? Et comment? Moi, j'étais curieuse sur comment tu utilisais régénérateur. Bien, on parle souvent de régénérateur au lieu d'avoir un impact moins négatif. Tu sais, souvent, on va essayer de diminuer les impacts négatifs, mais quelque chose qui est régénérateur, il va avoir un impact positif sur l'environnement. Donc, ça pourrait être on a vu là, dans les innovations dernièrement un tissu, par exemple, qui fait un impact positif sur l'air au lieu de créer des CO2, par exemple. Ou justement, quand il retourne à la terre, il nourrit le sol, par exemple. Nous, c'est comme l'objectif ultime. Là. À l'atelier, c'est comme notre dream objectif. C'est peut-être encore embryonnaire au niveau du milieu de la mode puis des textiles. Peut-être qu'on a plus d'exemples en agriculture, dans l'alimentation et tout. Je pense que c'est ça la vision à long terme, mais à court terme, il y a tellement de chemin à faire dans la transition. Il faut quand même, je pense, avoir ça comme objectif, mais il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire avant d'atteindre ça, peut-être. Puis peut-être, je sais pas, régénérateur, c'est un mot, puis tout le concept au complet de laisser les choses dans un meilleur état qu'on les a prises, c'est plus difficile. Mettons que peut-être, je sais pas, juste se dire... je vais me régénérer de la matière première en reprenant mes vêtements, les réparant et les revendant. Ou je pense que c'est aller très loin, le terme régénératif, mais je pense certainement qu'on peut retenir de la valeur et même pour un peu surmonter le défi financier, trouver des astuces pour économiser en changeant nos processus et notre matière première. Donc, je ne sais pas si... Bien, dans le fond, ce serait d'appliquer les stratégies d'économie circulaire parce que si je le prends, là, régénération, justement, qu'il y a une circularité de la matière, si en amont, on fait de l'éco-conception, par exemple, puis quand tu fais de l'éco-conception, tu penses à, OK, mon produit, je le crée, mais qu'est-ce qui va devenir après son usage? Bien, déjà là, tu crées la régénération. Qu'est-ce que je vais faire à la fin? Qu'est-ce que le client va faire à la fin avec son produit? Est-ce qu'il va pouvoir le recycler, le donner? Est-ce qu'il va pouvoir le mettre au compost? C'est des questions qu'on peut avoir. Puis, tu sais, on a parlé du don, de la revente. C'est des stratégies circulaires qu'on peut mettre dans nos modèles d'affaires avant de produire, penser à qu'est-ce qu'on va produire puis qu'est-ce que ça va avoir comme impact. Juste cette réflexion-là, ça change beaucoup de choses au niveau du cycle de vie du produit. Là.
Oui, on dirait que ce qui me revient en pensant à cette question-là, puis en vous écoutant, c'est comme un circuit fermé, mais aussi proche. Je pense à comme la qualité des emplois qu'il y a des entreprises comme Atelier B, comme d'autres entreprises montréalaises petites. On vend souvent à nos amis, c'est des gens qui reviennent. C'est ça que tu parles de reprendre les vêtements, exemple en fin de vie, puis imagine que qu'on pouvait les composter pour ensuite améliorer notre plantation de fibres textiles, disons, on rêve, là. Mais tout ça, ça se fait à petite échelle. C'est quelque chose qu'on j'imagine pas à grande échelle, puis que je vois qui se fait comme... c'est les biorégions là, qu'ils appellent, là. C'est comme des petits réseaux. Puis c'est là qu'on est capable d'avoir les plus grands succès, souvent, dans les stratégies d'économie circulaire, dans les projets. C'est une petite région... C'est pas qu'on veut se fermer au monde, on veut s'inspirer ailleurs, mais c'est de travailler pour nous, pour notre communauté, répondre à nos besoins. Puis je pense que c'est avec des petites entreprises, puis aussi avec les gens qui viennent magasiner dans la boutique, qui parlent de leurs besoins, qui vous ramènent les vêtements quand ils sont peut-être un peu endommagés, puis ensuite qui ont la journée qu'on a des solutions pour vraiment le recyclage puis à plus grande échelle, bien, toutes les reprendre, les vêtements usés. Mais pour avoir cet impact-là, ouais, je le vois à petite échelle. C'est même micro-échelle. Puis petit écosystème a une grande influence parce que, veux pas, Atelier B, nos entreprises ont de l'influence sur les gens qui nous entourent, mais aussi d'autres personnes qui partent des entreprises. Fait que des fois, on pense même d'un pays à l'autre. On va prendre des pratiques qu'ils font ailleurs à petite échelle, puis on va les amener ici. Donc, je dirais même que les projets à petite échelle ont tendance à mettre de la pression sur les plus gros. Et c'est bien, ça lève la barre. Puis, je veux dire, après ça, ben ça met des nouveaux standards. C'est ça. Et, moi, je le fais tout le temps. Je dis, moi, je suis capable de faire ça avec les petits moyens. Toi, tu fais quoi? J'adore ça dans les 5 à 7. Juste pour conclure, parce que là, on est au bout de notre temps, puis je pense que tout le monde a envie de bouger. Dans un contexte où tout le monde, en tout cas les jeunes, beaucoup font de l'éco-anxiété. Moi, avec les étudiants en design, je vois de l'éco-paralysie aussi. Donc, cette éco-anxiété-là dit « Ah, mais j'ai peur d'utiliser des ressources, j'ai peur d'avoir un impact négatif. » Je veux juste comme finir sur une note ou dire que cette recherche-là qu'on fait, puis ces actions-là qu'on pose, ils amènent aussi vers des choses plus positives, puis puis votre discussion en fait partie. Fait que je vous remercie beaucoup. merci, Marie. Merci. Yeah.